5. Bonjour à tous, il est l'heure. Nous allons donc commencer cette session concernant Microsoft Windows Virtual Desktop. Allons-y. Une toute petite remarque avant toute chose, c'est que nous sommes, comme vous l'aurez peut-être remarqué, dans un mode live event. C'est un des premiers événements que nous faisons dans ce mode. C'est un peu indispensable vu que nous sommes normalement, il y a 80 à 90 personnes dans ce format, donc l'interactivité devient hélas quasiment impossible à gérer. Donc nous avons préféré ce mode-là. Ce mode a également des avantages en ce sens que vous pouvez mettre sur pause, vous pouvez revenir en arrière, ça peut être pratique vu l'heure. Donc si vous désirez prendre un morceau de sandwich, n'hésitez pas, vous mettez sur pause. Vous pouvez même par après accélérer, tout ça fonctionne très très bien normalement. Par contre, évidemment, l'interactivité sera limitée et vous devrez et vous pourrez poser vos questions via la section questions-réponses qui est normalement sur la droite de votre écran. La façon dont nous répondrons aux questions peut être soit de façon privée, soit de façon publique, selon le type de question, donc ne vous étonnez pas. Et enfin, dernière remarque, il y a un délai d'environ 30 secondes entre le moment où nous diffusons et le moment où cela arrivera sur les écrans des différents intervenants. C'est simplement pour une question de performance au niveau de la diffusion. Donc, Quentin, je vais peut-être te laisser te présenter. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Quentin Biel. Ça fait plus ou moins 8 ans que je travaille pour la société Computerland et depuis 1 an maintenant sur le territoire luxembourgeois. Ma zone de confort et ma zone de travail est évidemment le cloud Microsoft au sens très large du terme. Donc la partie Office Microsoft 365 et évidemment Azure qui sera évidemment l'objet de la présentation de ce jour. Merci Quentin. Et donc moi, Philippe Monfils, je suis le responsable avant-vente chez Computerland. Donc je suis quelque part le lien entre les parties purement techniques et les parties purement commerciales de Computerland. Et j'essaye de faire la part des choses entre ce qui est technique et commercial. Donc, il y en a peut-être parmi vous qui ne nous connaissent pas, il y en a sûrement beaucoup qui nous connaissent, donc je vais faire court. Computerland est une société familiale qui est présente depuis 40 ans sur le marché. Nous sommes actifs sur la Belgique et le Luxembourg, 3 localisations principales. Et depuis 2020, nous faisons fièrement partie du groupe NRB, lequel groupe emploie plus de 2600 collaborateurs en toute logique. Les entités de ce groupe dont nous faisons partie ont leur spécificité, ils gardent leur spécificité et leur indépendance. Et notre rôle au sein du groupe NRB est d'être le pôle, je dirais, de compétences Microsoft et tout particulièrement tout ce qui touche au cloud, Azure, Office 365, Microsoft 365 maintenant, et évidemment tout ce qui est Dynamics 365 au niveau CRM, ERP, etc. Donc, vous ne serez pas forcément étonné de retrouver dans le slide qui présente visuellement nos activités, vous ne serez pas très étonné de retrouver Microsoft comme étant le partenaire de référence pour Computerland. Pour résumer, nous sommes intégrateurs de solutions IT, principalement axés sur le stack Microsoft, et notre volonté et notre but est de maîtriser ce stack de bout en bout pour pouvoir offrir à nos clients des solutions simples et cohérentes. Le but, c'est vraiment de pouvoir mettre en application notre slogan qui est vraiment IT is not simple, we make IT simple to you, we make it simple to you. Oui, bon, évidemment, les jeux de mots sur IT dans le monde IT sont nombreux. Je laisse la parole à mon collègue Quentin pour l'agenda. Merci beaucoup Philippe. Donc, comme vous le savez, vu que vous êtes inscrit à l'agenda, on va parler Desktop Cloud.
Il y aura évidemment lors de cette présentation de ce jour, dans les 2 heures, 2 démos qui vous permettront de souffler un petit peu, et de visualiser évidemment ce qu'est le Windows Virtual Desktop. Et on clôturera par une session de Q&A, mais entre-temps, dans la session, Q&A que vous avez sur votre droite, je vais essayer de suivre tout au long de la présentation, les questions qui seront, indiquées et présentées. Merci, Quentin. Juste une remarque pour dire que les questions-réponses vous seront de toute façon fournies en même temps que la présentation à l'issue de la présentation. D'accord? Ne vous étonnez donc pas. Et donc, nous allons commencer avec un petit état des lieux. Bon, ce n'est pas la première fois que je fais des sessions, des workshops en mode confinement. Bon, parfois, j'ai un peu le sentiment d'être dans le jour de la marmotte parce que on n'évolue pas beaucoup. J'ai été obligé de constater que l'optimisme de l'été que nous avions a été, hélas, un peu douché par les rigueurs de l'automne et du Covid. Ce qui ne nous empêche pas de rester optimistes, bien entendu, mais force est de constater que le provisoire a une petite tendance à s'installer de façon plus ou moins définitive. Et effectivement, on le constate au jour le jour dans les demandes de nos clients. On a vraiment beaucoup de demandes pour de l'accès distant et tout ce qui touche à l'accès distant, des portables, des casques, des webcams, des imprimantes personnelles. Je fais juste une petite parenthèse pour dire que justement à ce sujet, ça devient terriblement difficile de fournir ce genre d'équipement, tellement la demande est forte. Donc ne vous étonnez pas si les délais de livraison, que ce soit chez nous ou ailleurs, sont parfois un petit peu plus importants. Bref, tout ça pour dire qu'il y a effectivement des expériences différentes selon les clients, mais je constate que le monde des utilisateurs IT se divise en 2 catégories. Il y a ceux qui ont accès à des solutions de type desktop virtuel et ceux qui n'en ont pas. Et force est de constater que ceux qui n'ont pas de solution de type desktop virtuel sont quand même quelque part nettement moins bien lotis. Et ceux à qui nous avions pu fournir ce genre de solution dans les mois et les années qui précédaient le Covid en sont vraiment réellement très très contents. Donc, nous pouvons maintenant rentrer progressivement dans le cœur du sujet et je vais aborder un petit peu les concepts autour desquels tourne ce petit workshop. Et donc, je vais parler du concept du desktop virtuel au sens très large du terme. Donc, de quoi parle-t-on? L'utilisateur a accès à un environnement de travail centralisé. Jusque-là, c'est relativement simple. Nous viendrons dans 2 minutes sur le comment, du pourquoi et les différentes technologies. Mais le fait est que les avantages sont évidents et a priori, je dirais, connus de tous. Sinon, en voici un très rapide petit résumé. On tourne autour du concept de facilité, de sécurité, de souplesse d'accès, de facilité de l'accès depuis n'importe où. Donc, on est sur des concepts qui ne sont pas révolutionnaires en ce sens que ça fait des années qu'on propose des solutions de virtual desktop. La question subsidiaire est, ok, mais pourquoi du virtual desktop dans le cloud? Et je dirais que c'est parce que ce sont 2 mots qui vont très bien ensemble, comme disaient d'autres. Le virtual desktop, depuis des années, est le moyen favori d'accéder aux ressources du cloud, tout simplement. Parce que pour une question de bande passante, ce sont 2 choses qui fonctionnent vraiment très très bien. Et le cloud apporte une stabilité, une disponibilité, une souplesse dont fondamentalement il est difficile de rêver dans un mode on-premises. Et qui plus est, j'aurai l'avantage de vous démontrer, je l'espère, à la fin de la session, que un virtual desktop dans le cloud, c'est même financièrement, pour moi, une très bonne affaire financièrement parlant. Bon, ça on verra. On verra pour les aspects financiers à la fin de la démonstration. Juste après un tout petit mot
pour parler histoire. Notre ami Stéphane adore ça, moi aussi. Et donc ici, je vais revenir sur des concepts un petit peu plus historiques sur qu'est-ce qu'on entend exactement par Virtual Desktop afin d'être certain de bien cadrer le sujet. Techniquement, du Virtual Desktop, si on l'appelle comme ça, c'est plus ce qu'on appelle du VDI, une infrastructure Virtual Desktop, tel qu'on a pu le voir avec du VMware Horizon View ou du Citrix XenDesktop pour parler produit, où là c'est vraiment un PC qui est virtualisé sur une infrastructure de virtualisation. En parallèle de ça, on a un concept qui est présent depuis assez longtemps sur le sujet, qui est le concept de server-based computing, où là, on va parler de produits plus comme Remote Desktop Server, RDS, anciennement Terminal Server, ou des solutions comme XenApp, où là, pour l'utilisateur, ça ne change pas grand-chose d'un point de vue fonctionnement, mais d'un point de vue technique, c'est évidemment très différent, en ce sens qu'on est plutôt sur une logique d'ouverture de sessions simultanées sur un serveur applicatif. Voilà, c'est juste pour indiquer cela. Et pour aller un cran plus loin, nous allons maintenant rentrer vraiment au cœur du sujet et je vais passer la parole à mon collègue Quentin, juste pour dire que Windows Virtual Desktop est un petit peu la synthèse moderne en mode 2020 de ces différents concepts de VDI et de Server-Based Computing. Tout à fait, merci Philippe. Alors, pour simplifier et expliquer le schéma que vous avez devant les yeux, auparavant, lorsque on devait mettre en place des solutions dites de VDI ou de terminal serveur, on devait, entre guillemets, commencer par la base. La base étant où on le met, la partie hosting. Le serveur, le storage, le networking, déjà, ça fait une infrastructure à gérer, donc la maintenance suivait. Pour gérer et optimiser cette partie-là, qui dit maintenance, dit évidemment la partie licensing de tout ce que l'on va consommer. Et seulement, à ce moment-là, une fois que tous ces éléments sont déjà, entre guillemets, passés, l'utilisateur, enfin, allait pouvoir consommer une ressource. Donc là, on arrive dans des notions de brokering et d'image management. Ça, c'était, entre guillemets, de la responsabilité réellement du service IT. Le brokering, c'est la possibilité de rediriger une session qui n'est pas fermée directement sur la session qui est en pending. Autrement dit, j'utilise une session RDS, je vais chercher une tasse de café où je vais manger. L'idée n'était pas que ma session, mon travail qui était en cours soit fermé ou rouvre une session à part et que j'obtienne potentiellement une session fantôme. Le brokering lui disait non, Quentin a sa session qui est en pending, elle est en idle, dès qu'il se reconnecte, je le redirige sur cette session-là. C'est ça le brokering. L'image management, c'est la possibilité de gérer la collection de serveurs pour qu'elle soit identique. Autrement dit, je mets à jour un applicatif sur une machine, je la constitue comme étant une image qu'on appelle généralement le terme golden, donc c'est l'image type, et puis après on redéployait l'entièreté de la ferme, que ce soit RDS ou autre. Et enfin, ensuite, je peux consommer la ressource et donner accès à le bureau, une application au niveau utilisateur. Ça, c'est ce qu'on faisait avant. Et ce qu'on fait encore maintenant dans une infrastructure dite on-premise ou cloud privé. Windows Virtual Desktop est une technologie uniquement présente dans la partie cloud public et spécifiquement dans le cloud public Azure. Quelle est la différence essentiellement entre les deux aspects? Les deux aspects, c'est surtout qu'une partie ne va pas être gérée par Computerland ou un partenaire, ce sera géré directement par Microsoft. Tout ce qui est, entre guillemets, non-consommation, donc la partie licensing, la partie maintenance, networking, storage, tout ceci, on ne s'en préoccupe pas. On va enfin devoir gérer, entre guillemets, ce qui est votre besoin, c'est-à-dire un accès à une application, un accès à un bureau complet. Donc c'est pour ça que le partenaire et vous, prospect ou client, on va se concentrer juste sur l'image management et sur la mise à disposition de l'application.
Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, un autre schéma qui représente un peu le même concept, sur la droite, vous avez tous les éléments qu'avant on devait mettre en place, et on fera un petit graphe de comparaison plus tard. Tout ce qui est accès à une machine virtuelle dans Azure ne doit plus se faire en ayant tous des outils de gestion qui vous seront facturés. Tout ceci est pris en charge dans la consommation de votre licence. Ça va apporter quoi? Évidemment, ce sera le premier operating system client, donc ce sera un vrai Windows 10 multisession. Tout ce qui est applicatif métier, je pense notamment à un applicatif bien connu du territoire belge qui est Isabelle. Isabelle qui avait annoncé il y a quelques mois qui n'allait plus être compatible après un certain moment sur des OS de type serveur. Isabelle est compatible sur les OS clients. Donc Windows 10 Multisession est compatible pour Isabelle. Voilà un type d'exemple. Microsoft avait fait une communication aussi assez biaisée à l'époque sur est-ce que l'environnement RDS est compatible, supporté environnement 365. Ici, Windows Virtual Desktop étant un OS client toujours, on va dire que c'est compatible et surtout optimisé. On reviendra en détail par la suite. Et pour les personnes qui ont connu l'environnement RDS, donc c'est-à-dire la possibilité d'avoir plusieurs utilisateurs qui se connectent sur un même serveur de type OS serveur à l'époque, est entre guillemets de la même philosophie. On verra ça dans la démo par la suite. Et surtout, on est dans une logique de cloud. Qui dit logique de cloud dit on paye à la minute. Donc le but, en tant que client et nous en tant que partenaire, n'est pas de déployer 10 machines Windows Virtual Desktop et de les laisser allumer et que vous payez entre guillemets l'entièreté du mois. Non, le but est d'optimiser le coût tout au cours de la vie de votre produit. Autrement dit, on va déployer une certaine quantité de machines et on va les allumer au fur et à mesure du besoin. On peut, par exemple, de façon automatisée, dire à partir de 22 heures, si le script, le logiciel, la partie task qu'on verra par la suite, ne détecte pas de connexion, qu'il n'y a pas de personne connectée, on peut faire une fermeture du Windows Virtual Desktop et donc d'éteindre et donc de gagner d'un point de vue financier au bout du compte. Ensuite, je vous ai parlé d'Azure et de Windows Virtual Desktop. Je vais recentrer un peu plus le débat ici sur la couche Azure. Pour ceux qui ne connaissent pas, Azure est l'un des 3 gros fournisseurs de cloud public. Si je prends Amazon, Azure et Google. La puissance d'Azure, essentiellement, c'est quoi? C'est le fait que ce soit une infrastructure identique qui est déployée dans 60 régions. C'est le plus gros cloud public à ce niveau, fournisseur de cloud public qui est disposé dans autant de régions. Une région, c'est quoi? C'est un ensemble de bâtiments. Donc, si je prends, lorsqu'on est en Belgique ou au Luxembourg, on va généralement déployer des machines en West Europe, c'est l'endroit le plus proche et où il y a le moins de délai d'accès. West Europe, qui est basé donc à Amsterdam, le data center, ce n'est pas un data center comme on l'entend, c'est un ensemble de data centers avec un lien rapide entre les différents éléments. Si je mets une ressource dans un bâtiment, elle est automatiquement répliquée dans les 2 autres. Donc c'est ça, cette logique de région. Une infrastructure dans Azure, c'est une infrastructure compute qui est uniformisée, standardisée. L'infrastructure serveur, storage et tout ce qui touche évidemment au networking est identique si je vais déployer une ressource en Afrique, aux États-Unis, en Asie ou en Europe. Donc il n'y a pas de spécificité suivant la localisation. C'est le gros avantage pour nous, c'est qu'on peut déployer peu importe où vous êtes, où vous souhaitez. On a évidemment la couche infrastructure as a service, donc c'est-à-dire le déploiement de machines virtuelles. On pourra faire du déploiement pour tout ce qui est plateforme as a service, une web app, donc la partie site web, du SQL as a service, on en reparlera par la suite. Mais si vous le souhaitez, on peut aller le next step. Et le next step, c'est quoi? C'est d'avoir une infrastructure qu'on appelle serverless, sans serveur. La partie microservices, on pourra
si on a le temps, en discuter lors de la démo 1. On a un élément qui s'appelle l'Azure Active Directory Domain Services, qui est, entre guillemets, comme le Canada Dry et le Sprite. C'est comme, mais avec moins de gestion. Et au niveau des fonctions, on sera au même niveau. Donc il y a vraiment un intérêt d'aller dans des solutions sans serveur, parce que vous allez pouvoir bénéficier du service complet sans avoir à faire du patching et ainsi de suite. Et évidemment la sécurité, même si c'est un terme qui a toujours fait rire la plupart de nos prospects lorsqu'on fait on démarche à ce niveau-là. Sécurité Microsoft, il y a quelques années, on rigolait beaucoup. Ils ont énormément investi dans cette partie-là depuis, on va dire, quelques années, plus de 10 ans maintenant. Vu que c'est la zone d'attaque la plus connue à travers le monde, ils ont investi et ils ont un système de team qui est assez bien fait, c'est-à-dire une team bleue, une team rouge, et il y a toujours les attaquants et les défenseurs. Et c'est comme ça que la sécurité augmente à travers une ressource. Si un élément est détecté, je vais prendre quelque chose de très simple, il y avait eu, il y a quelques mois, quelques années maintenant, les puces Intel qui avaient été hackées avec la faille Spectre. Ben voilà, ceci est un élément qui a été détecté aussi sur évidemment les infrastructures Azure. Préventivement, ils ont patché tout directement. Et tous ces éléments-là font que la partie sécurité est mise en avant et surtout qu'il y a de la communication à ce niveau-là. Donc il y a une certaine transparence qui est mise en place. Revenons au sujet du jour, la partie Windows Virtual Desktop et pourquoi c'est optimisé pour de l'Office ou du Microsoft 365. Petite parenthèse par rapport à ça, le marketing côté Microsoft a renommé les licences Office 365. Donc dans toute la littérature maintenant, si vous voyez du Microsoft 365, Business Standard, Business Premium et ainsi de suite, c'est un renommage, je vais dire, au niveau du produit, mais il reste identique par rapport à avant. Pour la partie optimisation Windows Virtual Desktop, on a une optimisation intégrée nativement dans Teams. Donc, si on est en mode RDS, par exemple, ou autre, comment le flux vidéo se passe normalement? Je parle dans mon micro, la webcam me filme, le flux passe de ma machine normalement à la machine terminal serveur, et puis seulement vers le cloud Azure qui redescend après vers le guest et vers les personnes qui regardent cette vidéo. Avec l'optimisation ici, à la place de remonter ce flux vers la machine qui serait hébergée dans Azure, c'est directement le device, le côté endpoint, qui va rediriger ce flux directement vers le guest. Donc il y a plusieurs hops, entre guillemets, plusieurs sauts de flux qui ne seront plus présents, et donc une meilleure diffusion et une meilleure user experience. Tous les éléments que vous connaissez, tels que OneDrive pour tout ce qui est coécriture, collaboration, évidemment, est parfaitement intégré dans des solutions de type Windows Virtual Desktop. Donc la gestion de, par exemple, avoir accès à son OneDrive depuis sa session, pouvoir partager, et ainsi de suite. Tout ce fonctionnement est totalement intégré et sans aucun souci. Élément qui va pouvoir différencier grandement Windows Virtual Desktop et l'environnement RDS, c'est surtout la partie Outlook. On a, si je repars avec notre ami Stéphane, RDS ou autre, on a une gestion de profil qui était assez compliquée et vous l'avez certainement vécu comme plein d'autres personnes, certains soucis de temps en temps apparaissent. Azure a changé ce fonctionnement-là derrière. Ils ont racheté une société qui s'appelle FSLogic, qui gère la partie profil utilisateur, mais pas seulement. Il y a aussi la possibilité de gérer la partie profil 365. On va enfin pouvoir mettre en place du cache Outlook, OneDrive, la partie indexage, donc le search, lorsque vous êtes dans un mail, que vous faites une recherche d'un élément spécifique, ceci ne sera plus disponible dans le profil utilisateur, mais sera disponible dans un container, un profil 365 relié à cet utilisateur-là, toujours. Donc on va pouvoir optimiser cette gestion sans alourdir
le téléchargement et, entre guillemets, le côté user experience de l'utilisateur. Autre différenciateur, c'était la partie que je viens de citer juste avant, Desktop Search. Avant, était basé sur un service qui était disponible pour l'ensemble des sessions qui étaient connectées sur le serveur. Donc, autrement dit, si le service Desktop Search ne fonctionnait pas ou avait un problème, il était directement impacté sur l'ensemble des utilisateurs connectés. Ici, ce fonctionnement de Desktop Search est, lui, lié plutôt par utilisateur. Donc, on a vraiment un gain à ce niveau-là. Si vous voulez activer le Desktop Search, on va pouvoir le gérer juste pour Pierre-Paul et pas pour Jacques, par exemple. L'autoscaling, j'en ai parlé tout à l'heure brièvement. On a la possibilité, avant c'était un peu, si je repars un peu en arrière, il y a 1 an, au début de Windows Virtual Desktop, c'était assez laborieux, maintenant c'est totalement intégré. L'optimisation native via ce qu'on appelle des logic apps est parfaitement intégrée et standardisée, donc on a vraiment une optimisation qui est enfin certifiée avec un tampon Microsoft derrière. Et donc, évidemment, qui dit optimisation dit coût et gain pour la société et beaucoup moins de complexité à gérer. Toute cette partie-là est évidemment liée à des serverless, donc c'est-à-dire on ne va pas mettre de serveur de management pour gérer ces éléments d'optimisation. Donc on reste dans la logique vraiment cloud public et donc consommation d'un service et non pas de ressources. Philippe, je te redonne la main donc pour le slide suivant, le choix du compute. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, ici, nous avons 2 modes de fonctionnement et c'est en ce sens que je rejoins ce dont je parlais tout à l'heure en termes de VDI versus RDS et Windows Virtual Desktop permet quelque part de combiner les deux. On peut avoir des desktops tout à fait personnels, donc à ce moment-là, une machine virtuelle et du Windows 10 monosession, ce qui a une série d'avantages évidemment en termes de performance et quelque part en termes de personnalisation potentielle de ce desktop. Donc c'est idéal pour des gens qui ont besoin de beaucoup de performance et qui ont besoin d'avoir perpétuellement la machine virtuelle qui est allumée et d'être certain que c'est bien cette machine virtuelle-là, avec leurs petits settings à eux. L'avantage étant que vous avez un grand choix de machines virtuelles pour faire tourner, par exemple, des applications de type CAO, de l'AutoCAD, ce genre de choses. Pas de problème. Par contre, très honnêtement, je ne cache pas que ça se fait relativement peu pour une simple raison, c'est que le coût, là par contre, c'est évidemment assez nettement plus important pour toute une série de raisons dont on discutera un petit peu tout à l'heure dans la section budgétaire. À l'opposé, nous avons évidemment l'aspect Windows 10 multisession, qui est évidemment la grande nouveauté de Virtual Desktop, où là, on a plusieurs utilisateurs qui vont ouvrir des sessions en parallèle sur, entre guillemets, un serveur virtuel. Bon, c'est pas vraiment un serveur parce que c'est du Windows 10 multisession et que ce n'est pas un OS serveur, mais bon, nous nous comprenons. On va quand même toujours parler colloquialement de session host et de serveurs de virtualisation Windows Virtual Desktop. Et là, c'est idéal pour des utilisateurs qui ont des environnements relativement standardisés. Vous choisissez le type de, entre guillemets, serveur virtuel selon le nombre d'utilisateurs que vous espérez faire tourner dessus. Et quelque part, vous adapterez le nombre de session hosts et ou le nombre d'utilisateurs par type de session host selon un petit peu ce qui est préférable. Et là, ça dépendra typiquement du type de client que vous êtes et de vos besoins exacts. OK. Ce qui va nous amener très très vite à la première démo que notre ami Quentin va vous faire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à utiliser le bouton questions-réponses. Je ne sais pas, Quentin, s'il y en a déjà qui ont été, oui, tout à fait. qui ont été posées, donc ça c'est bien.
Et voilà, je te laisse prendre la main pour la démo. Merci bien. Alors, voilà. Donc, comme je l'ai dit, pour la plupart d'entre vous, si je ne m'abuse, vous êtes déjà sur du 365. Donc, il y a le portal.office365.com qui est la couche de gestion de l'environnement 365. On a un équivalent ici, évidemment, dans la partie portal.azure.com, qu'on se connecte évidemment avec les mêmes credentials, que ce soit pour 365 que pour Azure. Donc, il y a vraiment un lien natif entre les deux solutions. Petite parenthèse, Office 365 étant lié à ce qu'on appelle un Azure Active Directory, il est normal que Azure soit lié à l'Active Directory pour la partie permission. Donc voilà, on est entre guillemets totalement lié d'une ressource A vers la ressource B. Pour la partie Windows Virtual Desktop, on a une application, évidemment ici, Windows Virtual Desktop, où on va pouvoir gérer et donner accès à des machines. Moi ici, si je vais dans la partie Host Pool, j'ai créé un environnement de machines communes qui s'appelle Windows Virtual Desktop-pool-conta. Elle est composée de 4 machines. J'ai le statut pour l'instant, disponible, non disponible pour les 3 autres, déjà des sessions actives. J'ai la localisation de ces machines en West Europe. Pour tout ce qui est évidemment configuration de session, c'est-à-dire accès par exemple en full écran ou en mode fenêtré, ou si vous avez plusieurs écrans, le fait que ce s'ouvre automatiquement sur l'ensemble des écrans, tout ceci évidemment configurable, comme on le faisait auparavant, c'est-à-dire si vous souhaitez rediriger le micro, rediriger la partie vidéo et ainsi de suite, voilà. On a une configuration vraiment en click and use, quoi. Pour la partie application, on va pouvoir, ce qui n'était pas possible il y a 1 an dans la version dite classique du Windows Virtual Desktop, mais maintenant dans la version dite ARM, on a la possibilité pour une même ressource, donc c'est-à-dire un même serveur, de publier son environnement desktop, mais aussi des remote apps. Remote app qui, comme son nom l'indique, une application en remote, donc je vais consommer, dans ce cas-ci, on a publié la partie WordPad. Si je fais le petit plus pour la partie remote app, on pourra aller par la suite publier n'importe quelle application qui se trouve sur le menu, mais aussi sur la partie, si c'est par exemple accéder à un share ou autre, on pourra publier cette partie-là aussi. En termes de user experience, comment ça apparaît? On a 2 méthodes. La première, un client lourd. Contrairement à la partie RDS que vous connaissez, RDS utilisait le protocole RDP qui était totalement natif entre guillemets à la couche Office 365, à la couche pardon Windows client, Windows Server. Ici, Microsoft s'est rendu compte que ce côté natif apportait malheureusement plusieurs soucis. Et donc, on a une application dédiée Remote Desktop qui est compatible Windows et Linux. On a une identification qui est faite, dans mon cas ici, sur démo Windows Virtual Desktop 1@computerland.be, et j'ai 2 applications qu'on a vues précédemment juste ici qui sont bien disponibles. Si je clique droit sur l'élément Settings, j'ai la possibilité de configurer, comme je le disais aussi, d'un point de vue user, je souhaite avoir accès seulement à tous les displays, à un seul. Si je vais mettre juste un en mode window par exemple, voilà. Donc tout ceci est configurable, le user a la main mise à ce niveau-là. On peut le forcer, mais le but ici évidemment c'est qu'il puisse s'amuser de son côté, quoi. En termes d'accès, le user va arriver sur ce type de session. Ce type de session, j'ai un peu avancé, je veux dire, pour la partie, pour pas que vous ayez à attendre la partie loading. On est
comme je le disais tout à l'heure, sur un OS de type client. On est bien sur une image Windows 10 Enterprise for Virtual Desktop. Donc on a, vous connaissez certainement la partie Pro, la partie Enterprise. Ici, c'est vraiment une image spécifique pour ce type d'utilisation. Il est bien mis dans un domaine, et ainsi de suite. Je reviendrai juste après. En termes d'accès Teams, je peux évidemment chatter avec d'autres personnes, et un élément que j'ai signifié tout à l'heure, on a la partie version où on voit Windows Virtual Desktop Media Optimisé. Donc autrement dit, on a ici, si j'utilise la partie Windows Virtual Desktop, le flux ne va pas monter entre guillemets vers cet élément, la vidéo et le micro ne va pas remonter vers le compute, mais sera directement transmis à mes collaborateurs ou personnes qui se trouvent dans le meeting. Ça, c'est la méthode, on va dire, 1 que tout le monde utilise. Une autre solution est disponible sur le marché et qui évolue pas mal, c'est la partie dite HTML5. On a la possibilité d'accéder, entre guillemets, à son environnement de façon de partout, via un browser web, que vous soyez sur une tablette, sur un PC, sur une borne, je veux dire, publique. Il y a une seule URL qui est commune, entre guillemets, qui est le rdweb Windows Virtual Desktop.microsoft.com Web Client. Cette URL sera identique, comme je le dis, pour l'ensemble des clients à travers le monde qui utilisent cette ressource. Voilà. Évidemment intégré, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la partie Azure AD. Je m'identifie. Comme vous pouvez le voir, c'est de l'identification 365. Donc, si vous souhaitez mettre du conditional access, donc c'est-à-dire donner accès au Windows Virtual Desktop uniquement depuis des périphériques d'entreprise ou uniquement par rapport à certaines adresses IP, ou activer automatiquement le Multi-Factor Authentication, le MFA, vous pouvez évidemment le configurer. Une fois que vous êtes connecté sur l'environnement 365, la partie accès aux applications est disponible. On peut remarquer que ça a vraiment le même look and feel. J'ai bien mon application WordPad, j'ai bien mon desktop complet. Je vais exécuter le desktop. Qu'est-ce qu'il me demande ici? Est-ce que je peux faire un partage de ressources qui est accessible depuis le PC à travers l'interface HTML5? On peut le configurer pour que ce soit verrouillé, mais ce qui veut dire que potentiellement, si une imprimante est connectée à mon PC en USB, je pourrais l'utiliser à travers une interface HTML5 et donc imprimer directement dessus. Donc ça, évidemment, libère pas mal de fonctionnalités à ce niveau-là. Je me connecte. Vous avez vu, il était marqué Opening Remote Port. Chose importante qu'on va préciser encore par la suite par un schéma, mais il n'y a pas de publication d'une ressource externe vers une ressource interne. Contrairement à tout autre produit qui était en mode Citrix, en mode View, VMware ou en mode RTS où il fallait un gateway et faire de la publication. Ici, c'est un agent qui est installé, entre guillemets, sur la machine virtuelle, qui communique avec la gestion de Microsoft et donne accès à la ressource. On a un slide par la suite qui explique vraiment cette partie-là. Et donc là, il me demande le deuxième credential de la machine qui est jointe au domaine Active Directory, on va dire local. Et donc, voilà pourquoi il y a le second pop-up pour la version web. La version client lourd, on peut faire un save évidemment des credentials pour pas qu'il y ait à le taper entre guillemets 2 fois.
si je regarde dans le Task Manager, on voit bien mes deux users, démo user 1 et user 2. Je suis en tant qu'user, j'ai mon compte admin qui est connecté sur la session aussi. Ce sera pour la démo 2. On verra qu'il y a des grosses différences avec la gestion du FS Logic. En point de vue serverless, qu'on vous a présenté tout à l'heure, ici, je remontrerai la ressource Azure après, mais en termes de user experience, j'ai accès à des shares comme vous l'avez entre guillemets en interne pour l'instant, ou généralement c'est un serveur Windows, ou pour certains d'entre vous, vous avez peut-être du NetApp et donc un share CIFS. La logique est la même ici. On sait faire la gestion par GPO et ainsi. Oui, la gestion par GPO. Si je reviens sur la partie portal.azure.com, en termes de ressources pour cette démo, par rapport au schéma que Philippe avait présenté précédemment, on a une ressource Azure AD Domain Services. Donc, ceci est l'élément qui, entre guillemets, gère mon identification 365 et AD pour l'ensemble de mes machines. Ça va me permettre de pouvoir faire des GPO, va pouvoir me permettre de gérer des groupes comme on le fait de façon classique, mais on n'a pas d'élément compute IAS pour y accéder. On a évidemment le statut de disponibilité ici. On va pouvoir synchroniser sa source étant toujours l'environnement 365. On peut synchroniser l'entièreté ou uniquement la partie scope, évidemment, un ensemble de groupes. Pour le besoin ici de la démo, on sélectionne uniquement des utilisateurs de démo et pas l'entièreté de la forêt de Computerland. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Azure File. Donc Azure File, c'est l'endroit où on va stocker les profils, ou simplement un share où on va pouvoir collaborer aussi de façon entre guillemets dite traditionnelle. Ceci se présente de la façon suivante. C'est un storage account dans laquelle on a des file share. Voilà. On a bien la même structure, folder 1, folder 2, folder 3, underscore source que l'on voyait précédemment. La partie permission et droit va se gérer de façon traditionnelle d'un point de vue Windows. Si maintenant on vous demandait, oui, mais c'est du serverless, on voit que c'est quand même assez limité dans l'interface graphique d'Azure, comment je fais pour le gérer? On va le gérer de façon assez traditionnelle, c'est-à-dire par un serveur de management ou un serveur applicatif sur lequel on va installer des remote tools. Administration user, donc je suis sur un serveur de management, ce n'est pas un serveur Active Directory. J'ai installé les parties composants de gestion Active Directory et donc j'ai bien une structure classique que vous connaissez, c'est-à-dire avec des OU, la partie computer qui est disponible et ainsi de suite. On reste dans quelque chose de connu qui a fait ses preuves et qui fonctionne très bien. Le gain qu'on va avoir derrière, c'est quoi? C'est le fait de ne pas avoir des machines à gérer pour faire un service d'identification. Voilà. Je présume qu'il y a peut-être quelques questions par rapport à la démo 1. On y reviendra certainement par la suite. Revenir sur la partie slide maintenant. Voilà. Donc, le traitement que j'ai fait, c'est quoi? On a une machine en phase 0, entre guillemets, qui communique avec les éléments de gestion d'Azure gérés par Microsoft. C'est le petit agent qui communique, qui dit, voilà, je suis une machine allumée et disponible avec une charge de X%. En tant qu'utilisateur, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis connecté sur un portail web, comme on l'a vu tout à l'heure, mais pour la partie client lourd, c'est identique. Et je m'identifie avec la partie Azure AD. De là, ça va me donner accès à toute une série de ressources, comme on l'a vu, WordPad ou un full desktop. C'est ce que l'on appelait traditionnellement la partie Web Access. Ensuite, l'utilisateur, comme je l'ai fait, a sélectionné une ressource et à travers le gateway, donc la partie accès public à une ressource donnée, c'est la machine qui communique avec le gateway. Et seulement à ce moment-là, le trafic d'IRDP
va circuler entre le guest et la machine Windows 10 qui se trouve de l'autre côté. Contrairement à avant, où en effet c'était le gateway via le broker qui avait accès à l'ensemble du desktop par la suite. Donc on n'a plus ce besoin de publier des ressources et potentiellement de mettre une faille de sécurité visible à travers le monde. On parle beaucoup de sécurité. Quelques éléments par rapport à ça. J'ai parlé tout à l'heure de la partie identité, donc le multifactor authentication, la petite application, le petit coup de téléphone et ainsi de suite, qui permet de valider une deuxième fois le fait que c'est bien Quentin qui se connecte à la ressource. L'accès conditionnel, on en a parlé, c'est le fait de restreindre l'accès à une ressource par rapport à certains critères, adresse IP publique, périphérique sécurisé de société, autres. La protection, il y a une protection native évidemment avec la partie Windows Defender qui est intégrée dans les périphériques Windows. On a maintenant des Windows Defender for Windows Virtual Desktop, enfin for Server on va dire. Et là c'est un complément supplémentaire qu'on peut ajouter pour avoir un antivirus dit next-gen sur les périphériques comme on le fait avec d'autres revendeurs, que ce soit i7, et ainsi de suite. La partie networking, on a vu que on a une simplicité en termes de firewalling. Avant, il fallait ouvrir des ports de communication entre une infrastructure qu'on appelait DMZ et le LAN pour pouvoir identifier l'utilisateur. Tout ceci se fait maintenant par le biais d'un petit agent sur une machine et par la couche Azure Active Directory. Gain évidemment indéniable par rapport à cette première identification, c'est qu'on n'a plus besoin d'Active Directory. L'Azure AD étant répliqué et ayant un SLA derrière, cette partie-là est aussi couverte par la partie responsabilité de Microsoft, évidemment. Le Reverse Connect, c'est une notion entre guillemets un peu barbare. C'est le fait, avant, on devait ouvrir des ports RDP, le 3389 pour la partie IT qui m'écoute ici. Ici, le Reverse Connect est à l'opposé, c'est-à-dire qu'on a une connexion interne vers la partie gestion de 365 par le biais de l'agent sur le port 443, donc le port HTTPS. Donc on a vraiment une simplicité de gestion. Infrastructure délocalisée, gérée par Microsoft, avec toutes les compliances et les certifications que vous souhaitez. Tout ceci est public, ils sont évidemment certifiés ISO, la partie données de santé est couverte, donc aucun problème. La gestion de la donnée est évidemment en rapport avec l'infrastructure et donc tout ceci, entre guillemets, tout ce qui touche à la sécurisation de votre donnée, vous avez toutes les clés qui sont en main pour vous prouver que vos données sont sécurisées. Un élément qui est assez oublié dans les infrastructures, c'est que tous les éléments que je viens de citer génèrent toute une série de logs, une série d'informations. Ces logs, ces informations sont très rarement utilisées et traitées au quotidien. On va aller les regarder lorsqu'on a un incident et qu'il faut traiter cet incident. Ce qui veut dire généralement c'est que c'est trop tard. Le SIEM est un outil qui va permettre de collecter tous ces logs et qui va permettre de les traiter. Le SIEM de Azure, il s'appelle Azure Sentinel. Azure Sentinel est un SIEM qui est connu et reconnu à ce niveau-là, qui permet de collecter toute une série d'informations. Évidemment, tout ce qui touche à la partie Azure 365, mais pas seulement. Vous avez des firewalls en interne, que ce soit WatchGuard, Palo Alto, Checkpoint. Vous avez une gestion d'Active Directory en interne. Tous ces éléments, ces logs qui se retrouvent dans un Event Viewer, on peut les collecter et les remonter dans l'Azure Sentinel pour les traiter et avoir un dashboarding qui soit utilisable. Pour vous donner un exemple, pour que ce soit évidemment plus concret pour vous, je vais me connecter sur un SIEM. Voilà. Je prends toujours ce petit exemple qui est assez simple. L'Azure Active Directory Signing Log. Donc autrement dit, ce sont tous les logs d'identification liés à l'Azure AD. Il y a kyrielle de logs à ce niveau-là qu'on peut collecter. Grâce au Sentinel, il va me proposer un dashboard natif pour simplement me dire
bah tiens, je vois qu'il y a des connexions depuis la Belgique, depuis la France, depuis le Luxembourg, depuis autre part. Si je regarde par rapport au Luxembourg, je vois que j'ai toute une série de sign-in, des fails, j'ai des utilisateurs de démo, j'ai des collègues qui travaillent, qui sont en clientèle, qui sont chez les clients, qui s'identifient. Donc la partie Outlook, la partie Teams, tout ceci génère toute une série de logs et on aura une visualisation. On va pouvoir voir aussi les types de devices. Donc ça, c'est je veux dire, le sommet de l'iceberg que le CIEM va pouvoir me donner. Mais surtout, c'est qu'on pourrait faire un remediate. C'est-à-dire, si à un moment donné, j'ai toute une série de connexions venant de pays où je n'ai pas de collaborateurs, et en plus ici avec le Covid où la plupart des frontières sont soit bloquées, soit il est fortement déconseillé de voyager, on peut dire, bah non, si je reçois un log de connexion, il n'y a même pas un essai de la connexion, je peux la dropper directement. Et tout ceci va pouvoir être géré et piloté par le Sentinel. À mon avis, la partie Sentinel, on est en train de regarder en interne, petite parenthèse ouverte, pour faire un event spécifique sur ce produit. D'accord, merci Quentin. J'espère évidemment que pour l'audience que nous avons, nous ne sommes pas trop techniques. Juste une parenthèse pour dire que nous avons évidemment dû faire une balance vu l'étendue de notre audience. Nous avons des personnes qui sont parfois plus orientées management, des personnes plus orientées techniques. Nous avons essayé de faire une balance en étant technique, mais pas trop. Donc, je m'excuse quand même d'ores et déjà auprès de ceux qui trouveraient que c'est soit trop technique, soit pas assez. Voilà, je me permets juste de faire cette petite remarque. Donc, ici, concernant Windows Virtual Desktop et son architecture, ici, c'est quelque part un petit résumé de ce que l'on vient de discuter. C'est une petite parenthèse avant que l'on passe dans la dernière ligne droite vraiment technique. Là, bon, s'il y a des personnes un peu moins techniques parmi vous, encore une fois, je m'excuse, ça va être... on va rentrer dans des choses encore un petit peu plus complexes. Mais juste ce petit intermède pour faire la comparaison entre une architecture RDS et une architecture Windows Virtual Desktop. Donc RDS nécessite réellement quand même toute une série de, je dirais, de rôles, pas forcément de serveurs. On peut coupler toute une série de rôles sur un ou plusieurs serveurs. Plus on met de rôles sur un serveur, plus évidemment on s'éloigne des règles de bonne pratique qui voudraient idéalement que chaque rôle soit sur un serveur dédié. Maintenant, on sait bien que ce n'est pas toujours financièrement envisageable, mais vous voyez qu'il y a des remote gateways pour faire la connexion sécurisée et transparente, un web access, vous avez forcément le broker, le load balancer, toute une série de rôles que vous ne retrouvez évidemment pas dans une architecture Windows Virtual Desktop, ou plutôt elle est là, mais elle est gérée par Microsoft de façon redondante, managée et monitorée par Microsoft. Donc, encore une fois, Windows Virtual Desktop, c'est beaucoup plus simple à mettre en place, à mettre en œuvre qu'une solution RDS classique. Et je ne parle même pas d'une solution de type Citrix ou autre, où là la quantité de rôles est encore beaucoup plus importante. Donc il n'y a pas photo. Et qui plus est, je réinsiste encore sur l'aspect, par exemple, de Azure AD Domain Services ou de Azure Files, qui sont des services de Azure. Et encore une fois, c'est beaucoup plus intéressant de consommer des services Azure plutôt que de mettre en place ces services-là sur base de serveurs virtuels qui seraient en mode entre guillemets infrastructure et de service ou IaaS, comme vous l'avez peut-être entendu de Quentin tout à l'heure, où on parle d'un serveur virtuel classique, mais qu'il faut gérer, qu'il faut patcher. Ça nécessite
mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, des prestations qui sont non négligeables. Donc, le nombre de serveurs virtuels dans une infrastructure, qu'elle soit Azure ou autre, si on peut la faire diminuer d'un point de vue gestion, c'est très important et nous y reviendrons. Donc, je repasse la parole à Quentin pour parler de FSLogix. Tu es muté, Quentin. Non. FSLogix, comme je le disais tout à l'heure, qui va gérer la partie profil. Si je fais un petit peu un step back à ce niveau-là pour pouvoir en parler. Il y a, depuis aussi loin que je connais Microsoft, donc ça fait déjà une bonne partie, une certaine quantité d'années, lorsqu'on utilisait la partie dite terminal serveur à l'époque, en 2003, 2008, 2008 R2, on était sur une technologie qu'on appelait roaming profile. On avait mes documents, mes utilisateurs, la partie mes images, ainsi de suite. À chaque fois que je me connectais sur une machine, se téléchargeait depuis le serveur de fichiers et arrivait sur la session pour que je puisse l'utiliser. C'était lent, mais d'une lenteur incroyable. Ça fonctionnait. Ensuite est arrivé, avec la couche serveur 2012, la possibilité de faire des profils VHD, VHDX. Quelle était la différence entre ça et les roaming profiles? C'était ce lien entre guillemets de téléchargement qui n'était plus nécessaire. On avait simplement un pointeur d'un fichier VHD qui contient la partie mes documents, mon bureau et ainsi de suite, vers la session terminal serveur. Et c'est là que TS, terminal serveur, a été renommé en RDS. On a eu des concurrents, Microsoft, pardon, pas nous. Microsoft a eu un concurrent qui était non négligeable, qui a été Citrix. Citrix a été reconnu pendant des années pour son excellente gestion des profils utilisateurs. À côté de ça, Microsoft a essayé de construire de nouvelles solutions de gestion de profil, la partie broker. Force est de constater que ça n'a pas été nickel à 100% au niveau de cette partie-là. Ils ont donc racheté une société qui était le leader à ce niveau-là des gestions des profils, qui est FSLogix. FSLogix est vraiment l'outil métier qui va vous permettre de gérer les profils utilisateurs, mais pas que. Donc autrement dit, comme vous le pressentez derrière, on a une installation d'application FSLogix à faire sur le Windows Virtual Desktop pour pouvoir gérer aussi bien la partie profil utilisateur, mes documents, mes images, mon bureau, mais aussi la partie profil 365, comme je l'ai déjà un peu pitché tout à l'heure. Donc la partie gestion de l'OST, gestion des PST, gestion du cache Outlook, et ainsi de suite. Quelle est la différence entre FSLogix et un broker traditionnel, qui avait en 2016, 2019 et même auparavant en 2012? Cette notion évidemment de container qui est totalement différente, et surtout un système de téléchargement et de pointage du profil qui est fait différemment. Donc on a vraiment un gain de vitesse au chargement de la session. L'élément qu'on va pouvoir évidemment pitcher entre une infrastructure Azure et une infrastructure RDS, c'est la partie stockage de ces fameux profils. Auparavant, il fallait un serveur Windows, donc c'est-à-dire une licence Windows avec du stockage, la gestion du backup, la gestion des updates, et ainsi de suite. Et là, on avait un partage qui permettait de stocker les fichiers VHD. On peut toujours le faire. Si vous avez l'habitude et vous souhaitez faire un cluster de file serveur dans Azure, vous pouvez très bien continuer dans cette logique-là. Ce que il y a pour l'instant, et ce que Computerland recommande grandement, c'est la partie plateforme as a service, Azure File. Azure File est vraiment l'élément, selon moi, de consommation de l'élément de gestion de profil sans avoir cette gestion de patching. Auparavant, si vous deviez faire une maintenance sur la partie serveur gestion de profil, il fallait couper l'entièreté de la ferme RDS pour patcher le serveur profile. Une fois que ce serveur profile était patché, il fallait redémarrer l'entièreté de la ferme. C'est-à-dire un downtime user assez important.
Avec la force du Platform as a Service, cette partie patching n'est plus nécessaire. Et donc, on a moins de downtime. Si vous avez peut-être lu dans de la littérature qu'il y avait d'autres systèmes de stockage de plateforme de PAAS pour la partie file, il y a en effet la partie NetApp qui fait un NetApp Azure File, mais selon notre expérience, c'est ramener une couche de complexité qu'on essaye de retirer. Et donc, le produit versus le gain qu'il apporte versus la complexité, ben, ça s'égale un petit peu, et donc on reste sur une logique d'Azure File de toute façon, NetApp étant basé sur de l'Azure File derrière. Petite parenthèse fermée. FS Logic n'est pas que une gestion de profil. On peut aller beaucoup plus loin. On a une partie gestion applicative. On a parlé tout à l'heure de la partie gestion de Golden Image. Auparavant, on faisait une ferme RDS avec une ferme RDS pour des comptables, avec toutes les applications comptables, et une ferme RDS pour tous les utilisateurs avec les applications métiers. Maintenant, ce que l'on va faire, ce n'est plus de faire des fermes Windows Virtual Desktop différentes, c'est d'en faire une seule. Comme ça, évidemment, on ne doit pas rajouter des machines virtuelles supplémentaires, on va pouvoir réduire déjà les coûts d'un premier step. FS Logic va pouvoir faire ce qu'on appelle de l'app masking. Autrement dit, on va avoir une golden image avec les applications métiers, les applications RH, les applications finance, et délivrer la possibilité de exécuter une application suivant le profil utilisateur qui est utilisé. L'utilisateur finance aura accès aux applications finance et ne verra que celle-là. Un utilisateur, un ouvrier qui a besoin d'accéder à sa timesheet ou autre, n'aura accès par exemple qu'à la suite Office et à sa timesheet. Il ne verra pas, je dis bien il ne verra pas, les autres applications. On va le démontrer par la suite. Le gros avantage de l'app masking, en plus de faire de nous, entre guillemets, faciliter la gestion des golden images, c'est surtout qu'on va pouvoir avoir un gain au niveau de la gestion des licences applicatives. On va prendre le cas de Adobe lorsqu'on devait installer Adobe Pro sur la partie RDS. Légalement, tout utilisateur susceptible de se connecter sur ce RDS-là devait être licensé au niveau d'Adobe. Grâce à FS Logic, on va pouvoir dire, ben non, moi j'ai besoin d'Adobe juste pour un ou deux utilisateurs, je vais acheter 2 licences, je vais installer la licence Pro sur la ferme RDS complète, mais grâce à l'app masking, je vais la rendre disponible uniquement pour cet utilisateur-là. Et donc, d'un point de vue compliance licensing, on sera bon. Et donc, évidemment, derrière, on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, réduire le nombre de hosts, pools, donc de fermes RDS à gérer. Donc, moins de complexité, encore une fois. On a une version preview, pour l'instant, c'est d'où le petit astérix, la partie MSIX. Pour les plus anciens d'entre vous, ça a été surtout un petit boom vers 2008 R2, et puis ça s'est un peu essoufflé, ce produit. C'était la partie Application Virtualization, la partie APPV. MSIX est basé, entre guillemets, sur le même principe de la techno, c'est-à-dire de virtualiser une application et de la rendre disponible à l'utilisateur comme si elle était installée directement. Donc le principe du MSIX, à contrario d'avoir une golden image avec toutes les applications, ce serait une autre philosophie d'avoir une golden image vierge de toute application et d'avoir toute une série d'avoir un catalogue d'applications exécutables en MSIX et d'avoir, ben voilà, j'ai besoin d'Adobe, je clique sur l'application Adobe, il va télécharger, entre guillemets, le lien pour accéder au MSIX de Adobe. Évidemment, en termes de simplicité, on sera avec une gestion par groupe, par exemple, pour accéder à une telle ressource. Donc, un AD qui sera propre, ce sera facile de gérer. Il y a plus spécifiquement besoin de Golden Image, hormis une Golden Image qui sera vierge de toute application. Et le gros avantage du MSIX sera de potentiellement installer 2, 3, 4, 5, 6 versions d'un même logiciel et de le rendre disponible aux personnes qui le souhaitent.
Il n'est pas rare de devoir installer une ferme RDS pour des infrastructures dites de test, des applications métiers qui sont en perpétuelle évolution. Ici, avec le MSIX, on pourra avoir un profil utilisateur qui a accès à l'application métier qui a été validée et d'autres personnes qui, eux, peuvent exécuter la version de prod, mais aussi la version UAT et la valider par la suite. Et tout ce principe, entre guillemets, d'utilisation du MSIX sera utilisé par le MSIX AppAttach, et donc une exécution des dites applications au niveau de l'utilisateur du logon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un principe plutôt opposé à l'app masking, parce qu'évidemment, pourquoi faire de l'app masking alors que le principe c'est de lier des utilisateurs à des applications au loading. Donc on a vraiment deux philosophies totalement différentes ici. Petite parenthèse qu'on va pouvoir faire aussi pour certains d'entre vous qui utilisent actuellement Intune pour déployer des applications sur les périphériques clients. Il est prévu par Microsoft que Intune soit aussi compatible dans la partie Windows Virtual Desktop et donc de pouvoir piloter le déploiement d'applications par là. Mais là, dans cette philosophie, ce sera donc en dur. Donc on sera dans une gestion plutôt via le app masking et Intune ou, selon moi, la partie MSIX. Vous allez pouvoir ressouffler une seconde fois. Je vais procéder à une petite démo pour vous montrer, entre guillemets, ce que fait FSLogic. Parce que sur papier, c'est beau. Maintenant, est-ce qu'en réalité, c'est réellement utilisable? Merci Quentin, vas-y. Alors, j'ai un serveur de management. Je me connecte. Donc ici, je suis connecté sur le serveur dit Windows Virtual Desktop en tant qu'un utilisateur administration. Donc, l'utilisateur admin va pouvoir mettre en place toute une série de politiques de gestion des applications. On a dans cette machine une application Google Chrome qui est bien connue de tout le monde. J'ai installé toute la suite Office. Donc, pour montrer entièrement cette partie-là, je suis bien sur la même machine avec cet utilisateur-là. Je vais me connecter maintenant avec l'utilisateur Demo 1. Demo 1, je suis bien toujours sur la même machine. Si je fais la petite touche Windows, je ne vois pas d'application Google. Vous allez me dire, ça va, c'est pas trop compliqué non plus, il suffit de faire un hide par GPO d'une icône. On est d'accord. Je vais aller un cran plus loin. Si je vais dans la partie C2 points, programme file, je n'ai pas de Google, et en x86, j'ai un Google, mais je n'ai pas les applications exe. J'ai la partie update qui est disponible, j'ai des temps, tout ça, les folders sont vides, et Chrome, il n'y a rien. Si je vais dans la partie mise, ajout et suppression d'application, on voit que l'application Chrome n'est pas disponible en tant que programme in features. Donc il y a vraiment, ça va aller jusqu'à aller masquer l'utilisation de cette même application. Pour, par exemple, si vous souhaitez masquer uniquement Word, on peut très bien le faire aussi. Dans l'exemple qui est mis à votre disposition, j'ai fait un hide de la partie Access pour l'utilisateur 2. Access n'est évidemment pas disponible, alors que c'est bien la suite Pro Plus que j'ai installée et qui est disponible pour les autres. En tant qu'admin, petit souci de fenêtre, pardon.
Voilà. En tant qu'admin, on a des policies qui sont installées, exécutées sur le serveur en temps réel. Je vais dans mon répertoire FSLogic, mes applications, rules, et là, j'ai la partie rules qui est exécutée. Si je retire ces répertoires, ces fichiers, pardon, de la partie rules, voilà. Donc là, je suis connecté avec l'admin. Je vais me reconnecter du coup avec mon utilisateur. User 1, on revoit l'application Chrome. Je refais un refresh. En fait, Chrome est disponible. Si je vais dans le C2 points, Chrome, application, on a bien l'entièreté des applications du dictionnaire et ainsi de suite qui sont disponibles. Donc on a vraiment en temps réel une mise en place de app masking. C'est le gros avantage, c'est qu'on ne doit pas devoir, entre guillemets, demander aux utilisateurs de se déloguer, de se reloguer pour avoir une application de la rules. Pour gérer cette partie-là, on a quelque chose de très simple, le FSLogix App Rules Editor. Et lorsque, on peut le voir ici dans les deux règles qui sont mises à disposition, que j'ai mis pour l'instant, hide Chrome, on voit tout ce qu'il va aller faire, c'est-à-dire qu'il va aller retirer des folders, qu'il va aller faire un hiding de clés de registre, toute une série d'éléments. Et ceci est évidemment géré par des groupes de permissions qu'on va pouvoir ajouter. Ajouter cette police everyone à tout le monde, non. Par contre, il y a un groupe no Chrome qui, lui, sur lequel ce sera disponible. Donc, on reste dans quelque chose toujours de commun et d'utilisable, c'est-à-dire l'Active Directory, la gestion des groupes, et sur lequel on va pouvoir appliquer une sécurité. Pour pouvoir remettre les applications en hide, je les sélectionne ici. Je les remets ici. Rules. Et il y a un répertoire qui s'appelle les rules compilés. C'est une fois qu'elles sont exécutées, elles se mettent dans ce statut-ci. Quelle est évidemment la possibilité, en plus de l'Apps Rules Editor, on va pouvoir faire la même chose avec du Java. Malheureusement, ça c'est plutôt pour les IT, des applications utilisant Java, et en plus, généralement, ce ne sont pas les mêmes versions entre deux applications. Il était très compliqué lorsqu'on mettait en place des Golden Image de mettre la bonne version de Java en relation avec l'application. Ici, on va pouvoir créer des profils, entre guillemets, Java liés à une application. Donc, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Si je fais New, pardon, le petit plus, une rules, comment ça se présente. Je peux cacher évidemment tout ce que je veux, des printers, des fonts. Si je veux cacher un fichier, je peux aller le chercher. Donc, on est vraiment dans du click and drop et quelque chose qui va permettre de faciliter cette partie sécurité et app masking. Élément qu'on a discuté tout à l'heure, qui était la partie Azure File pour la gestion des profils utilisateurs. Je retourne dans mon Azure. Storage account. VHDX, FileShare. Et j'ai bien mes profils utilisateurs qui sont bien ici, la partie VHDX. Donc, une ressource, mes documents, mes images et ainsi de suite, qui se situe dans ce fichier VHDX, est bien hébergée dans un Azure File. Peu importe d'où je vais me connecter, j'y aurai accès. Ces éléments-là sont gérables directement par ici, et si je dois faire une maintenance sur un profil utilisateur, je peux monter le fichier VHDX depuis une autre machine sans aucun souci si c'est nécessaire.
L'avantage, c'est qu'on peut spécifier le type de réplication. Dans le cas présent ici, on a choisi le LRS, qui est la protection, on va dire, la plus simple et la plus courante, du locally redundant. Donc ma ressource est bien répliquée 3 fois dans la même région. La partie gestion des profils peut évidemment se faire aussi par rapport à des GPO. Donc il y a un template ADMX qui est installable sur la partie compute, et donc on va pouvoir gérer la partie redirection et ainsi de suite via GPO comme on le fait dans une infrastructure dite classique. Donc on n'a pas réinventé la roue, c'est juste un transfert de fonctionnement traditionnel vers une version, on va dire, dite 2020, avec la possibilité de mettre en plus du serverless. Merci pour votre temps. Je vais repasser la main à Philippe pour la suite. Merci beaucoup. Je vais repartager mon écran. Voilà, comme ça, nous allons enfin pouvoir parler des choses sérieuses, l'argent. Et la bonne nouvelle, c'est que, franchement, pour une fois, me direz-vous, Microsoft a été, selon moi, vachement sympa. Pourquoi? Parce que, en fait, pour pas mal d'utilisateurs d'entre vous, vous possédez déjà les licences, entre guillemets, Windows Virtual Desktop. En ce sens que vous voyez dans la liste à gauche client, Microsoft 365 Business Premium inclut, entre guillemets, la licence Windows Virtual Desktop. Dans le pire des cas, si vous n'avez pas aucune de ces licences-là, la licence, on va dire Windows 10 Enterprise E3, qui est le ticket d'entrée pour Windows Virtual Desktop, coûte la fabuleuse somme de 5,90 € par utilisateur par mois prix public, ce qui fondamentalement est moins cher que la location d'une cale RDS en mode, on va dire, service provider. Et pour ce montant qui est inférieur, vous n'avez pas à créer de Remote Desktop Gateway, comme on a vu, vous n'avez pas à vous tracasser de tout ce qui est broker, vous n'avez à vous tracasser de fondamentalement commencer à déployer des session hosts Windows Virtual Desktop. Et là, deuxième ou troisième effet qui se coule, c'est que c'est du Windows 10 multi-session, pour autant que vous l'installiez en mode Windows 10, bien entendu. Petite parenthèse, pour rappel, vous pouvez également fonctionner en Windows Virtual Desktop avec un système d'exploitation de type Windows Server. Si vous voulez si vous voulez faire une migration en tant que telle de votre infrastructure RDS. Auquel cas, il vous faut toujours une cale RDS avec Software Assurance. Mais soyons honnêtes, c'est une minorité de cas. 9 fois sur 10, voire plus, on fonctionnera en mode Windows 10 multi-session. Et là, le session host, vous n'avez pas besoin de louer de session host avec la licence Windows Server. Donc, dans le configurateur Azure, vous allez simplement dire que vous utilisez un système d'exploitation entre guillemets gratuit. Pas tout à fait gratuit, que vous devez le payer au travers généralement de votre licence Microsoft 365 ou Windows 10 Enterprise 3 que vous allez acheter dans une logique Office 365 avec un prix par utilisateur par mois. Donc, fondamentalement, ici, on voit quand même tout de suite la logique de Microsoft, c'est quand même de vous pousser un petit peu de l'épaule vers la solution Microsoft 365, soit Business Premium, soit E3, soit E5, selon la taille de l'entreprise et selon les besoins. Fondamentalement, si vous êtes en dessous de 300 utilisateurs, mon conseil, Microsoft 365 Business Premium, qui s'appelait précédemment Microsoft 365 Business, 16,90 € prix public.
est une sérieuse affaire, budgétairement parlant, parce qu'il me faudrait fondamentalement un séminaire complet pour arriver au bout des fonctionnalités qui sont incluses dans Microsoft 365 Business Premium. Donc, en résumé, la suite Office compatible, forcément Windows Virtual Desktop, une série de fonctionnalités de sécurité absolument sans fin, une série de fonctionnalités de productivité absolument sans fin, Teams, SharePoint Online, Exchange Online, Flow, Power Apps, tout ce que vous pouvez imaginer. Les fonctionnalités de gestion Intune et de déploiement des postes physiques avec Autopilot. Et voilà, et je n'ai couvert qu'une partie des fonctionnalités que vous avez avec Microsoft 365 Business Premium. Mais bon, ce n'est pas le cas du séminaire ici. Donc, avec tout ça, fondamentalement, c'est déjà, selon moi, raisonnablement bon marché, et je vais vous le prouver, je l'espère, dans les slides suivants. Juste encore une petite parenthèse sur ce slide pour signaler, comme Quentin vous l'avait dit déjà précédemment, qu'on peut coupler cela à des notions comme le fait d'éteindre les machines virtuelles quand elles ne sont plus indispensables. Et il est clair que si on a, mettons, 10 session hosts, vous avez besoin de 10 session hosts pour les périodes, entre guillemets, de pic. C'est clair que sur le coup de 2 heures, 2 heures et demie du matin, vos 10 session hosts Windows Virtual Desktop sont sérieusement en train de se tourner les pouces. De là, se poser la question de pourquoi vous payez pour des session hosts qui sont en train de se tourner les pouces, il n'y a qu'un pas. Donc, vous pouvez tout à fait, comme Quentin vous l'avait dit, programmer les choses de manière un petit peu intelligente ou encore mieux nous laisser programmer ça de façon un peu intelligente pour que les serveurs s'autorégulent en termes de nombre de session hosts que vous allez louer. Une alternative qui est généralement très intéressante aussi, c'est de passer en mode que nous appelons de façon brutale Reserved Instance, où là vous réservez pour 1 an ou 3 ans le nombre de machines virtuelles que vous avez. Ça, c'est une autre façon de faire qui permet également de sérieuses économies à ce niveau-là. Donc, Petite parenthèse Oui, par rapport à la partie Reserve Instance. Auparavant, c'était un pricing en upfront, donc c'est-à-dire vous vous engagez auprès de Microsoft pour consommer 1 an ou 3 ans et vous deviez payer cette consommation en une seule fois dès la commande. Maintenant, les droits, le besoin de Microsoft que vous engagez est toujours le même, mais sans frais, vous pouvez faire un paiement mensuel qui est évidemment plus dans la logique du cloud que de faire un paiement prévisionnel sur 1 an ou 3 ans. Évidemment. Et on peut quand même, sauf erreur d'émission, dis-moi si je me trompe, on peut quand même changer le profil des machines virtuelles juste plutôt à la hausse qu'à la baisse. C'est bien cela? Tout à fait, tout à fait. Impeccable. Donc, une simulation budgétaire. Le plus simple, c'est encore de faire un exemple pratique. Et personnellement, s'il y a bien une chose dont j'ai horreur, c'est qu'on fasse des simulations budgétaires en prenant le meilleur cas possible. Ça ne me plaît pas, donc je ne voudrais pas vous faire le coup. Qui plus est, nous avons une audience, comme j'avais dit, assez diverse en termes de type de clients. On en a des clients de sociétés de type PME. Nous avons probablement des personnes venant de plus petites entreprises, mais nous avons également des personnes venant de grosses entreprises. Alors, c'est clair que si je voulais vous fournir un prix par utilisateur par mois le plus intéressant possible, je prendrais le cas d'une grosse entreprise. Ce serait vraiment le plus intéressant. Donc, j'ai décidé de ne pas faire ça et de partir sur ce que j'appellerais quasiment un worst case scénario, c'est-à-dire, mais bon, un worst case qui soit quand même auquel une majorité d'entre vous puisse s'identifier. Donc, j'ai pris une société, je dirais, de type vraiment PME, avec 40 utilisateurs. Si je devais faire une infrastructure Citrix ou RDS pour 40 utilisateurs, je commencerais à être embêté. Pourquoi? Toujours cette question de rôle que l'on doit
définir, donc il faut mettre toute une infrastructure en place avant de mettre le premier session host sur lequel vous allez permettre aux utilisateurs de se connecter. Vous aurez dû créer toute une série de serveurs virtuels. Et ça a un coût non négligeable. Donc ici, je me suis mis dans ce même cas de figure. 40 utilisateurs, donc, et des besoins de télétravail et d'utilisateurs mobiles. Bon, rien de très étonnant par les temps qui courent. Et j'ai quand même compté quelque chose qui, pour moi, est indispensable de prendre en compte si on veut quand même être un petit peu juste, c'est les coûts de maintenance qui sont associés à l'infrastructure que l'on met en place. Parce qu'une infrastructure, ça a des coûts de maintenance, qu'on le veuille ou non. Et donc, je fais la comparaison entre, d'un côté, une infrastructure Azure, Windows Virtual Desktop, rien de bien étonnant, et une infrastructure locale. Et là, encore une fois, je me mets dans le cas le pire, c'est-à-dire, je prends un seul serveur physique de virtualisation sur lequel je mets toutes les machines virtuelles dont j'aurai besoin. Par les temps qui courent avec les puissances de calcul des serveurs de virtualisation, c'est tout à fait faisable. Je vais vous montrer les petits schémas, comme ça vous verrez un petit peu de quoi je parle. Donc je prends quelque chose sur la droite, de très très simple et de très très peu sécurisé. Ne nous voilons pas la face, si le serveur là a la mauvaise idée de tomber en panne, on va avoir des soucis. Mais bon, encore une fois, je me mets dans le cas financièrement le pire, c'est-à-dire le client qui me dit « je fais tout tourner sur un serveur de virtualisation ». Et qui plus est, en Hyper-V, je prends du pas cher. Comme ça, je compare des pommes et des pommes au niveau virtualisation. Et pourquoi, me direz-vous, pourquoi pas 2 serveurs de virtualisation ? Oui, mais là j'arrive dans un problème classique que j'ai expliqué chez des clients approximativement 1422 fois, qui est que oui, on peut doubler le serveur de virtualisation que vous avez sur la droite, vous pouvez le doubler, mais si vous n'avez pas un système de stockage partagé pour vous permettre de faire du vMotion ou du LiveMotion pour pouvoir faire facilement des maintenances sur l'un ou l'autre des 2 serveurs, vous n'êtes pas beaucoup plus avancé. C'est juste que si un serveur tombe en panne, vous n'aurez que la moitié de vos machines virtuelles qui seront en panne. Vous n'êtes qu'à moitié avancé. Théoriquement, il faut à ce moment-là envisager un stockage partagé, ce qui nous amène à la question de oui, mais et si le stockage partagé tombe en panne, on doit mettre un deuxième stockage partagé. Et là, on doit mettre en place de la réplication entre ces stockages partagés. Autant dire que vous êtes parti pour non pas doubler, mais tripler, quadrupler, quintupler, décupler le prix de ce serveur de virtualisation unique. Tant qu'à faire une infrastructure locale, ok, prenons le cas le moins cher, quelque part le plus sale, mais le plus facile à gérer dans un mode, je dirais, où entre adultes consentants, rien n'est sale, comme j'aime à dire. Donc, en parallèle, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une infrastructure Azure, et fondamentalement, pour remplacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 serveurs virtuels, dont on en a 3 qui sont uniquement pour l'infrastructure RDS, et j'ai quand même regroupé le rôle de broker avec le rôle de serveur d'impression. De l'autre côté, j'ai fondamentalement, j'ai mis 3 hosts, enfin, on va dire probablement 2, pour avoir la même chose que de l'autre côté. J'ai mis 2 ou 3 hosts, je ne me rappelle plus. Windows Virtual Desktop, et au niveau serveur à gérer, fondamentalement, vous n'en avez plus que 2. Un serveur applicatif et un serveur DNS, serveur d'impression. Oui, j'ai laissé DC dans le schéma, mais a priori, on serait plutôt sur une logique de consommation d'Azure Active Directory Domain Services, ou pas, ce qui fondamentalement ne changera rien au niveau du pricing. Quantité de données, j'étais parti sur 1 à 2 Tera de données du grand classique. Et donc, au niveau de la simulation budgétaire, qu'est-ce que ça donne ?
Alors, première chose, ce sont les investissements matériels. Matériel et je dirais licence associée. Donc au niveau de Azure, on a un coût global de approximativement 0,0 €. Au niveau de la solution locale, voilà, dans la simulation que j'ai faite, qui part, pour être honnête, d'un cas tout à fait réel, j'avais un budget de 17 380 €, qui inclut quoi? Le serveur de virtualisation, un NAS pour le stockage local des backups, les licences Microsoft associées, et voilà, j'arrivais à ce montant. Montant auquel je dois évidemment rajouter tous les mois de la location Microsoft 365, et dans le cas de la solution locale, je rajoute la location de tout ce qui est licence Veeam pour le backup des machines virtuelles. Donc j'étais ici simplement dans une logique de location de ces licences Veeam, ce qui est, par les temps qui courent, on a encore fait le comparatif récemment, ce qui est plus intéressant dans beaucoup de cas, et c'était bien le cas ici. Donc, ici, on est sur des montants qui sont relativement proches au niveau, je dirais, purement Microsoft 365 et licence Veeam pour la solution locale. Microsoft 365 Business Premium. Juste une remarque, pourquoi Business Premium dans la solution locale avec RDS? Parce que Business Premium est la solution où la suite Office est compatible avec un mode de fonctionnement partagé sur un serveur ou sur un Windows 10 multisession. Ok. Alors, par contre, là où la balance se remet de l'autre côté, c'est quand je rajoute les coûts de location de l'environnement Azure. Ici, je suis sur un petit peu plus de 1 000 € par mois de location des session hosts Windows Virtual Desktop et des 2 serveurs applicatifs, enfin le serveur, on va dire, applicatif, parce qu'on considère qu'il y a au moins une application à faire fonctionner, et le serveur d'impression, serveur DNS, etc., qui était un deuxième. Sur tout ça, je rajoute une certaine quantité de prestations de mise en place. Là, honnêtement, est-ce qu'il y a une des deux solutions qui prendra beaucoup plus ou beaucoup moins de temps à mettre en place? Fondamentalement, le jury est toujours en train de délibérer sur ce point, et je dirais ça dépend des cas. Donc, j'ai laissé un montant identique dans les deux cas. Et par contre, j'ai rajouté les coûts d'opération mensuels pour tout ce qui est maintenance curative et préventive, et les coûts d'externalisation des backups pour la solution locale, ce qui n'est pas énorme, mais surtout les coûts de gestion des backups également. Ça c'est quand même important à dire. Les coûts de gestion du backup sont parmi les coûts qui ne sont vraiment pas à négliger dans un environnement IT. Si on veut que ce soit réellement bien fait et que ce soit réellement efficace et qu'on puisse être certain à 100%, et je dis bien à 100%, que les backups soient correctement effectués, ça demande beaucoup de prestations. Et honnêtement, dans Azure, c'est beaucoup plus simple. Honnêtement, les montants que j'ai mis là, on peut discuter dessus. Ça peut vous paraître cher, ça peut vous paraître bon marché, ça dépend de ce qu'on met dedans. Ici, on est dans un budget forfaitaire de contrat de maintenance Computerland pour lequel nous avons un calculateur. Je vous le dis droit dans les yeux, j'ai fait les calculs le plus honnêtement du monde. Et sur 36 mois, encore une fois, calcul fait le plus honnêtement du monde, c'est moins cher en Azure. Clairement. Qu'est-ce qui fait basculer la chose? Je ne le cache pas, c'est la partie maintenance. Ne nous voilons pas la face. Si on enlève les aspects maintenance, forcément, oui. Alors, maintenant, on m'objectera, d'accord, sur 36 mois, oui, mais et sur 60 mois? Généralement, c'est ce qui tue, je vous le dis tout net, un comparatif budgétaire cloud se fait tuer généralement quand on passe sur 60 mois. Et donc, j'ai multiplié par 60 les budgets mensuels, et honnêtement, à 300 € près, j'arrive à la même chose. Non,
pas tout à fait la même chose, me direz-vous. La solution Azure est 300 € plus chère sur 60 mois. Oh my God. Autant dire rien. Je pense que ça fait tout de suite, si mes maths sont bonnes, ça fait 5 € par mois de différence. Et on verra dans 2 slides ce que recouvrent ces 300 €. Et qui plus est, on ne parle pas de 300 € en fait, parce que une fois qu'on aura mis en place une infrastructure, que celle-ci fonctionne, qu'elle est stabilisée, qu'est-ce qu'on va faire si on a à peu près 3 neurones qui se touchent? C'est qu'on va se mettre en mode reserved instance, forcément. Bon, on a un nombre de... Bon, on sait plus ou moins où on va dans les 12 mois. Ok, bah mettons les serveurs en reserved instance 12 mois. N'allons pas trop loin, restons raisonnables. Que devient le budget? De 225 000, voilà, on passe à 208 000 sur le TCO 60 mois. Autant dire que Windows Virtual Desktop gagne haut la main la course. Bon, d'accord, c'est moi qui fais les calculs, mais je les ai fait honnêtement. N'hésitez pas à vous faire connaître en envoyant un petit mail à operations@computerland.be. On vous remettra l'adresse en fin de séminaire. Si vous voulez que l'on vous fasse des comparatifs, honnêtement, moi, il n'y a pas de problème. J'adore ça. Oui, Et Quentin, tu voulais ? ceci est évidemment le premier cas d'optimisation sur une Reserve Instance d'1 an. Si on passe évidemment en Reserve Instance 3 ans, le gap est évidemment encore plus important. Et ceci est sans compter d'optimisation supplémentaire qui est potentiellement des extinctions de machines sans Reserve Instance. Tout à Parce fait. qu'évidemment, si on fait une Reserve Instance, l'intérêt évidemment d'état de la machine est un peu moins intéressante. Oui, sachant que là, on ne va pas pouvoir combiner le beurre et l'argent du beurre. Tout à fait. Si on fait du reserved instance, on ne peut pas éteindre les machines en question. On peut, mais il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Certes. Nous sommes bien d'accord. Donc, après ces simulations budgétaires, je vais quand même me permettre une petite simulation fonctionnelle, encore une fois que j'ai essayé de faire le plus honnêtement du monde, pour essayer de voir, ok, mais mettons même qu'on ne fasse pas de reserved instance, ok, on ne fait pas de reserved instance, donc on a une différence de 300 € sur 60 mois en faveur de la solution locale. Ok, mais quels sont les avantages et les inconvénients comparés de ces deux solutions? Bon, honnêtement, par moment, j'ai dû un petit peu me faire violence pour trouver des avantages à la solution locale, hormis que, bon, vous êtes effectivement dans une localisation locale où vous êtes certain que vos données sont chez vous. D'un point de vue psychologique, c'est très important. On est bien d'accord. Bon, plus que d'un point de vue psychologique pour toute une série de domaines. Ça, quelque part, on est dans des considérations politiques et, je dirais, de localisation des données que je ne maîtrise pas. Donc, je respecte tout à fait le fait que pour toute une série de sociétés, c'est important d'avoir les données, je dirais, on-premises, en local, dans sa salle informatique. Par contre, une salle informatique, ça prend des mètres carrés, ça consomme une quantité d'électricité qui fait que Greta Thunberg n'est pas contente quand elle voit ça. Ça nécessite d'être sécurisé en termes d'accès à cette salle informatique. Ça nécessite une double alimentation électrique si vous voulez quelque chose d'un petit peu correct. Ça nécessite une double climatisation si vous voulez faire les choses un petit peu correctes. Et sans parler du fait que théoriquement, vous devriez avoir 2 salles informatiques dans 2 bâtiments distants d'au moins quelques centaines de mètres, et si vous vouliez vraiment bien faire les choses, de quelques kilomètres. Bon, on est d'accord, toutes les sociétés n'ont pas cette possibilité-là. Maintenant, quid quand même, si vous n'avez qu'une seule salle informatique? Mon but n'est pas de faire peur, mais on a déjà vu des clients dont la salle informatique avait eu de graves soucis d'eau, de feu, de tout ce que l'on veut, voire de vol, de vandalisme. C'est quelque chose que vous n'aurez pas dans Azure. Dans Azure, vous avez de base une solution à haute disponibilité avec de l'évolutivité
sans limite, avec des coûts de maintenance qui sont pour moi beaucoup plus faibles, beaucoup plus de souplesse, un backup intégré. Bon, j'ai mis DRP intégré avec une petite astérisque parce que, bon, encore une fois, je pourrais faire tout un séminaire complet sur le concept même de DRP. Qu'entend-on par DRP? Mais disons que Microsoft a, lui, des procédures de DRP si jamais ou imaginons le pire, plusieurs de ces data centers venaient à subir des dommages conséquents, ce qui commence à nécessiter une certaine dose d'imagination. Par contre, le gros inconvénient d'Azure, je suis tout à fait d'accord, c'est que la localisation n'est pas belgo-luxembourgeoise. Ça, à l'heure actuelle, on n'y peut rien. Donc, fondamentalement, on fonctionne la plupart du temps sur des data centers qui sont plutôt du côté de Amsterdam. Quentin, tu me... Tout à fait. Amsterdam et Paris sont les deux cibles privilégiées pour nos clients Belgolux. Ah bon. Donc, voilà. N'hésitez pas à, je dirais, à commenter le comparatif que je fais ici. Je suis toujours intéressé par avoir des contre-exemples ou des voix discordantes sur ce fait, mais fondamentalement, ça me paraît relativement juste. Donc, je vais repasser bientôt la parole à mon collègue Quentin. Juste une petite remarque pour signifier que, bon, on vient de faire 1h40, 45 de présentation jusqu'ici. Certains points peuvent apparaître, entre guillemets, complexes. Parce que, effectivement, l'informatique, c'est complexe. Notre but est vraiment de mettre en application notre slogan que je vous avais signalé tout à l'heure, qui, grosso modo, a pour but de simplifier les choses. On veut rendre les choses simples pour nos clients. Quelque part, notre but est de masquer cette complexité pour que ce soit très simple pour vous. Donc, pour ça, on va voir un petit peu comment on peut vous aider en termes de gestion et de support. Merci Philippe. Donc évidemment, premier aspect étant le nerf de la guerre. Lorsqu'on est dans du cloud, premier réflexe, le cloud, c'est très cher. Pourquoi c'est très cher? Soit pas d'optimisation, soit des partenaires qui survendent certains services. On est chez Computalent plutôt dans une logique de transparence et donc on vous donne accès au cost management dédié que Microsoft met à disposition de leurs clients. Vous allez pouvoir voir l'évolution du coût de votre infrastructure si vous le souhaitez. Et donc, du coup, de pouvoir faire une prévision de votre facture fin de mois. En termes, je veux dire, de transparence, on ne peut pas être plus transparent ici. Et on va pouvoir mettre en plus des filtres, des périodes et des montants. Pourquoi faire? Vous avez un département production, un département de développement. Vous pouvez mettre un certain budget à l'équipe développement pour une ressource Azure et recevoir des alertes une fois que ce budget arrive, va bientôt être atteint à 80 ou 90% si vous le souhaitez. Et prendre action ensuite. Au moins, vous aurez une vue et une maîtrise de ces coûts qui généralement peuvent exploser très rapidement. Et une alerte, une condition et une action qui est peut-être, si vous le souhaitez, d'éteindre votre infrastructure. On a des clients qui ont souhaité mettre en place la version drastique, qui est évidemment, si j'arrive à un certain montant, l'infrastructure se coupe. Évidemment, je ne vous le cache pas, ce n'est pas à faire pour de la production, évidemment. Le second volet est évidemment la partie support. Comme vous l'avez certainement compris, Azure peut paraître simple, entre guillemets, lorsqu'on l'utilise tous les jours, ça se simplifie au fur et à mesure, mais nécessite toute une série de gestion. Le fait de faire du reporting, le fait de réfléchir à l'optimisation. Lorsqu'on souhaite faire toute cette partie, Microsoft évidemment donne certaines pistes,
mais vous n'avez pas un recul suffisant pour vous dire est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que je ne vais pas avoir un contre-coup à un moment donné. Par exemple, le fait, si vous êtes dans Azure, d'avoir une infrastructure RDS, est-ce que il est opportun de migrer vers du Windows Virtual Desktop? Comme Philippe l'a dit tout à l'heure ou l'a écrit, il n'y a pas une réponse unique pour 100% des clients. Chaque client est assez spécifique. Donc évidemment, par rapport aux recommandations de Microsoft, qui eux est plutôt dans leur philosophie de dire la recommandation pour le client A sera identique pour l'entièreté des clients, le partenaire, lui, va pouvoir vous apporter une précision supplémentaire. Et donc, on a créé chez Computerland, il y a 3 ans maintenant, une solution de Manage Azure. Toute cette gestion IT qui est nécessaire de faire en on-prem, c'est-à-dire tester des backups, vérifier qu'ils fonctionnent bien, vérifier si je peux pas optimiser les coûts, le monitoring 24/7, la gestion des updates, toute cette partie-là va pouvoir être prise en charge par les personnes de chez Computerland. On a pour l'instant splitté cette solution en 2 grandes colonnes, évidemment une infrastructure à ce service et la seconde en plateforme à ce service. Et pour les machines de type IaaS, on a 3 sous-catégories qui sont le Lite, l'Advanced et l'Ultimate. Parce qu'une machine n'a pas besoin du même niveau d'attente que la seconde. Le backup, comme vous pouvez le voir, est compris dans l'entièreté des machines qui sont sous notre support. Mais par exemple, la gestion du DRP d'une machine non critique n'est pas nécessaire par rapport à une machine critique. Et donc, on va pouvoir donner, on va dire, entre guillemets, un terme qui existe depuis chez nous depuis longtemps, une médaille ou un tag ultimate à une machine de production et qui est ultra critique par rapport à une machine qui l'est moins qu'on vous pourra attaquer en light. Une machine de développement, par exemple. Le monitoring est un exemple que nous, on n'a pas souhaité splitter en horaire de jour, horaire de nuit, parce qu'une machine Azure, si elle est dans Azure, si elle est dans un cloud public, il est hors de question que le monitoring commence à 8 heures du matin et qu'on détecte à ce moment-là des incidents. Donc c'est pour ça que par défaut, by design, on est sur un monitoring 24/7. Évidemment, tous les éléments de sécurité derrière seront pris en charge, la documentation, l'accès au support, et si vous le souhaitez, pour certains d'entre vous qui nécessitent d'avoir un contact privilégié, dans la version Ultimate, il y a un service Delivery Manager qui est entre guillemets une personne de Computerland, mais avec votre casquette, qui sera votre point de contact pour tout, questions, demandes et souhaits. Fantastique. Nous arrivons tout doucement à la fin de la présentation. Il reste une partie questions-réponses. Nous avons 8 minutes, mais je comprends bien que ça peut commencer à devenir long pour certains d'entre vous. Moi, j'avais une question que j'avais notée, où j'avais dit qu'on essaierait d'y répondre, et c'était une très bonne question. C'était quid de tout ce qui est impression, serveur d'impression, etc. Et ça, c'est effectivement un point qui est généralement important dans les environnements, que ce soit RDS ou Windows Virtual Desktop, on n'y coupe pas. Effectivement, l'impression reste souvent nécessaire et reste un point d'attention. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ça, Quentin? Alors, il y a la version de maintenant, la version qui match à 100%, c'est la mise en place de VPN entre le site ou les sites principaux du client et Azure. C'est quelque chose que l'on fait très régulièrement. Évidemment, lorsqu'on est à la maison, téléworking oblige, on a de temps en temps des imprimantes, mais pas de VPN direct. Donc l'imprimante est généralement installée localement sur le PC, la tower, le laptop, peu importe. Mais grâce au client lourd, on va pouvoir faire une redirection de l'impression. Donc je veux dire, cette solution, ce fonctionnement va fonctionner dès maintenant, dès aujourd'hui. Mais c'est assez laborieux. Je veux dire, on a des fois des effets de bord avec une gestion de potentiel de driver pour le second cas. Que le premier cas du VPN avec le site principal est évidemment la plus simple. Demain, qu'est-ce qui va arriver? Microsoft est en train de travailler sur une solution de 365 printer. Donc on va pouvoir mettre des petits agents, on va dire une petite boîte à côté du PC qui pourra gérer cette partie impression depuis n'importe où vous êtes sur la planète. Donc ça, ce sera la version de demain. Ok. Accessoirement, il y a également des
je dirais, des logiciels classiques qui sont dans l'écosystème de Windows Virtual Desktop, tels que ThinPrint, Ouais. qui sont qu'on voit très vite arriver dans la conversation lorsque nous sommes dans une logique que ce soit RDS ou Citrix ou Windows Virtual Desktop quand on parle d'impression. Tout à fait. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde avec certaines complexités, et c'est vrai que ça arrive assez vite, une gestion de bac différente avec des marges différentes et ainsi de suite. Mais voilà, il faut réfléchir vraiment et voir quelle est la solution qui permet de répondre aux besoins complets, quoi. Ok, impeccable. Alors, est-ce qu'il y a Il y d'autres avait, questions? Il y avait une ouais. question sur SolidWorks. En fait, c'était une question qui était mise en deux temps. Est-ce que lorsqu'on est à distance, est-ce que je peux accéder à une application? La réponse est évidemment oui. Comme je l'ai montré tout à l'heure, je peux publier une application et y accéder et travailler dessus en mode remote app. Maintenant, quand je l'ai vu par la suite, la sous-question par rapport à SolidWorks. Ici, SolidWorks généralement nécessite une connexion permanente entre le device, le PC, qui exécute une application, et SolidWorks qui va être plutôt là pour gérer la partie licence ou fonctionnement. Il faut tester. Là, je n'ai pas une réponse toute faite qui me permettrait de dire oui, ça serait possible juste pour la partie licensing de SolidWorks ou pas. Par contre, rien ne nous empêche de faire un POC en tout cas. Très certainement. Et pour la question, est-ce que cette solution convient pour donner accès sans VPN à nos logiciels serveurs? Tout dépend aussi comment on interprète la question. Pour moi, c'est fondamentalement la raison d'être de Windows Virtual Desktop, qui est justement d'avoir à côté des session hosts Windows Virtual Desktop, d'avoir une infrastructure serveur avec les logiciels métier de l'entreprise, et c'est pour ça que Windows Virtual Desktop est si important, pas uniquement pour l'aspect desktop virtuel, mais pour le fait de pouvoir accéder en mode direct aux applications de l'entreprise qui fonctionnent dans Azure à côté de Windows Virtual Desktop. Donc c'était voilà, une petite mise en contexte de la réponse que j'avais faite à l'époque. Il y avait une question sur Azure AD Domain Services, peut-il entièrement remplacer les AD locaux? J'ai répondu fondamentalement oui. Mais je sais qu'il y a potentiellement quelques petites choses que l'on ne peut pas forcément faire avec un Azure AD Domain Services que l'on peut faire avec un bon vieux contrôleur de domaine. Je ne sais pas si toi tu as des... Oui. Alors, si on est en mode hybride, c'est-à-dire avec une infrastructure qui reste locale et qui devra rester en local, une infrastructure, je vais aller plus loin, serveur, il faudra évidemment un VPN permanent entre l'Azure Active Directory Domain Services et la machine qui reste en on-prem. Maintenant, si on va dans un cran plus loin dans la réflexion, c'est comment on fait au niveau des portables. Le portable, la réponse serait, pour l'instant, si on me pose la question, gérez-le, si vous n'avez plus rien en interne toujours, gérez-le dans votre Azure Active Directory. Cette gestion sera entièrement faite via le MDM d'Intune. Ça tombe bien, il est inclus dans la licence Microsoft 365 Business Premium. Et vu qu'il y a une synchronisation, une réplication entre l'Azure AD et l'Azure AD Domain Services, on pourra faire un transfert d'informations d'un côté à l'autre. Mais il est vrai que si vous souhaitez mettre votre machine client dans un Active Directory Azure, il faudrait qu'il y ait une communication, si pas permanente, au moins une fois par mois pour que le compte ordinateur se connecte à l'Active Directory et qu'il y ait toujours cette relation de trust. Je pense qu'à l'heure actuelle, en tout cas avec la logique du télétravail, la mise en place de l'Azure AD sera plus bénéfique à terme. Voilà, c'est un grand débat. Dans certains cas, pour des clients, pour des plus petits clients, il y a aussi la question est-ce que
vu le coût de l'Azure AD Domain Services qui est d'une centaine d'euros par mois, parfois ça peut être moins cher de mettre un petit serveur virtuel pour faire contrôleur de domaine, mais en termes de gestion, vous allez encore une fois continuer à devoir gérer un serveur. Fondamentalement, moi je suis plutôt d'avis de fonctionner, comme je disais tout à l'heure, avec des services Azure dès que l'on peut pour une question de coûts de maintenance qui seront plus faibles. Et ce faisant, je ne prêche pas pour ma paroisse, vu que nous, on aime bien faire de la gestion sur les serveurs. Mais soyons clairs, ça a un coût pour le client final. Que ce client final le fasse en interne ou le délègue à Computerland, ça a un coût. OK. Ce qui nous amène à 14h00 de toute façon, si vous avez des questions additionnelles qui vous viennent à l'esprit, operations@computerland.be, n'hésitez pas, on reviendra vers vous le plus rapidement possible. On vous envoie un petit document reprenant les questions-réponses et un petit document avec l'enquête de satisfaction pour que vous puissiez nous dire en quoi nous pouvons nous améliorer. N'hésitez pas. Ça va ? Quentin ? Merci beaucoup, en tout cas, pour votre temps et votre patience. J'espère que ce n'a pas été trop technique ou trop peu technique. Et j'espère qu'il en reste encore quelques-uns pour nous entendre, d'ailleurs. Oui, c'est surtout ça aussi. Mais merci à tous et j'espère qu'on pourra se revoir très rapidement, en tout cas. Tout à fait. Au revoir. Au revoir.